En fait, je suis entré dans cette histoire avec la complicité d'Éric, et la précédente directrice des archives avait prévu une exposition photo. Donc j'ai eu la chance de dépouiller plus de 1600 images d'Henri de Montfred et de découvrir toute cette pratique. Et puis on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en parallèle par rapport à cette question de la photographie en Afrique, et c'est comme ça qu'on a réfléchi à différentes femmes artistes actuelles qu'on a contactées, et les Borang qui a gagné a été une de celles qui a répondu les plus vite, une de celles qui nous intéressait, parce que vous allez voir, son travail répond aussi à nos préoccupations du Festival Fiction Documentaire. Et donc, voilà, il ne s'agit pas du tout d'une attitude woke, loin de là. Mes convictions personnelles me tiennent très éloignées de cette critique du wokisme, mais qui est quand même très fortement imprégné d'extrême droite, comme tout ce qui se passe dans notre pays en ce moment. J'arrête, je ne dis pas tout ça, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour parler de photos, et pas pour parler de cette situation avec notre ministre dont je ne vais pas dire du bien, etc. J'arrête, c'est promis. Donc, ces photos de Les Borang, il s'agissait pour nous donc d'entrer dans un dialogue d'œuvres et dans un dialogue d'époque aussi, parce que les critiques qu'on peut faire, et bon, j'ai des origines italiennes, donc les amitiés de Montfred pour Mussolini me restent un petit peu derrière la gorge, mais effectivement, bon, un certain nombre de femmes pourraient trouver aussi les photos de femmes abyssines très nues, un peu machistes, bon, mais il n'y a pas que ça dans son travail, et c'est ce que j'ai cherché aussi à montrer dans la sélection que j'ai faite, moi, dans toutes les photos qui m'ont été proposées par rapport à la sélection, même pas encore toutes répertoriées par les archives. Et donc, j'ai fait une sélection thématique. Et puis j'ai mis en introduction cette image pour montrer la qualité du travail de mise en couleur. Alors vous avez des petites reproductions assez superbes dans l'exposition ici, mais un agrandissement comme celui-là montre, de ce paysage de la Corne d'Afrique, montre tout à fait la capacité, l'intérêt passé à coloriser ces images manuellement, et puis le fait qu'il s'agisse donc d'une passion, puisqu'il disait, Montfred, j'ai fixé par l'image et la couleur le reflet de ce que j'ai aimé, ou plus exactement de tout ce qui rendit ma vie digne d'être vécue. Donc vous voyez l'importance de la photo dans sa vie. Et j'ai voulu commencer par un petit rappel sur quelques dates sur la photographie en Afrique à l'époque d'Henri de Montfred. En commençant par 1821, la Société de géographie a été fondée à Paris, donc un certain nombre d'années avant l'existence, la création de la photographie, qui, je vous le rappelle, est officiellement déclarée en 1839. Et donc la Société de géographie avait pour but de concourir au progrès de la géographie et d'encourager des voyages de découverte dans des contrées encore inconnues. Fin 1860, dans les grandes cités, comme Lagos au Nigeria, Accra au Ghana, Freetown en Sierra Leone et le Cap, on trouve les premiers studios montés par des Africains. Autre date importante par rapport à la situation de Montfred au Harar, de 1883 à 1887, Arthur Rimbaud va réaliser un certain nombre de photographies qu'on peut voir au musée Rimbaud à Charleville-Mézières, dont 3 autoportraits pendant le séjour qu'il fait là-bas au Harar. Moins connu, en 1900, l'anglaise Alice Seeley, S-E-E-L-E-Y Harris, se rend au Congo avec son mari, John Ovis Harris. Elle y documente avec son Kodak Brownie les atrocités commises par les Belges contre les populations locales.
Ces images, largement diffusées, ont permis la prise de conscience de l'esclavage par le public, et cela a obligé le roi des Belges, Léopold II, à créer le Congo belge. On verra que ces images d'atrocités, Monfred en réalisera lui aussi. 1906, Edmond Fortier réalise de Conakry à Tombouctou, images de l'Afrique de l'Ouest. De 1853 à 1918, Marcel Monnier, M-O-2-N-I-E-R, réalise 700 clichés avec son tout nouvel appareil photosphère avec des plaques de verre 9-12 en Côte d'Ivoire et au Soudan. Elles seront exposées en 1893 à l'École des Beaux-Arts à Paris et serviront de support au livre France Noire. 1880-1975, Alex A. Akoladze, photographe togolais, ouvre un studio où il fait des reportages sur les cérémonies officielles, politiques ou religieuses, les réunions politiques, mais aussi les événements familiaux, l'univers social et quotidien, mariage ou funérailles, etc. Autre date, et je m'arrêterai là, bon, il y en a bien plus, mais c'est pas vraiment le lieu ici. Donc 1942, le département des cartes et plans de la BNF, la Bibliothèque nationale de France à Paris, est dépositaire des collections de la Société de géographie. Le fonds iconographique compte aujourd'hui environ 145 000 photographies prises entre 1850 et 1950 dans le monde entier, dans l'Afrique. Voilà, alors, revenons à Henri de Monfred. J'ai été étonné de découvrir ces photos d'architecture. Il a un grand intérêt pour l'architecture. Il y a ces photos tout à fait étonnantes de Harare, mais il va photographier aussi, même si ce n'est pas toujours des photos qualitatives d'un point de vue technique, des détails d'architecture, des éléments qui l'intéressent. Et ici, donc, on est à quelque chose qui apparaît très étonnant pour l'époque, avec celle-ci qui est particulièrement intéressante avec le monsieur qui tire son chameau. Et une vue plus générale aussi. Voilà, donc c'est vrai qu'il va se consacrer à la photographie, donc avec son appareil, ses plaques de verre, et la possibilité de développer lui-même son matériel pour développer ses images, donc, et puis ensuite les coloriser. Ces plans généraux de paysages, d'architecture, donc, vont être complétés par ce qui est le moyen de transport et le lieu de vie de Henri de Monfred. Et j'ai beaucoup apprécié dans l'exposition la petite frise qui a été reconstituée, puisque pour ses conférences, il réalisait des storyboards avec des petits dessins, des petits croquis qui mettaient en relation l'ensemble de ces images. Alors, je savais que dans l'exposition, il y avait beaucoup d'autoportraits, de portraits, d'autoportraits d'Henri de Monfred, donc je n'ai pas systématiquement pris ces photos, mais plutôt des photos de situations particulièrement bien construites, avec une proximité à son sujet, qui prouve qu'il est toujours sur place et qu'il est toujours capable de construire avec des diagonales, avec des éléments de matière, des images fortes, auquel il rajoute la couleur. En voilà une autre, donc un peu avec un plan plus éloigné. Il est bien globalement, d'ailleurs pour différents sujets, les plans assez généraux, comme ici, donc sur cette vue du port. Et puis des autoportraits, des portraits, pardon, faits au plus proche de ses amis avec qui il navigue, avec qui il partage ce goût de la mer. Ah, très belle image aussi d'une situation collective. Encore une fois, plan général. Alors, j'ai trouvé aussi une série d'images qui m'ont passionné, qu'il a faites apparemment dans une école d'art, avec des jeunes femmes qui posent, qui devaient poser, des gens qui regardent ensemble un portfolio,
un modèle et le peintre ou le sculpteur, on ne sait trop. Voilà une vue aussi assez amusante avec le modèle nu et puis les hommes tout autour, qui peut rappeler un certain nombre de sujets de la peinture d'époque. Et ce qui est le plus étonnant avec Monfrède, c'est qu'il a été aussi à l'écoute, donc, comme je le disais, de situations, de situations de conflits. Il a photographié comme ça des mouvements de troupes du conflit italo-éthiopien notamment, qui a été aussi photographié par différents correspondants des journaux parisiens, dont Paris Soir. Voilà, donc encore une fois, un vue générale. Vous voyez, dans celle-ci, ce qui est intéressant, c'est l'opposition entre l'escalier, les hommes assis et le personnage sur son cheval. Là, par contre, on est dans une vue de reportage plus... mais c'est vrai que c'est une dimension donc intéressante et importante pour lui. Donc ici, un combattant avec un arc. Et des scènes beaucoup plus violentes, comme ces pendus. Vous connaissez la chanson Strange Fruit, d'étranges fruits sur les pendaisons aux États-Unis, ce célèbre blues. Et aussi des gens qui sont battus, donc avec un flou, on ne sait pas ce que c'est, d'où vient ce flou de premier plan. Mais en tout cas, il a intérêt à rendre compte de ces situations anormales, de gens qui sont battus en public. Voilà, c'est pour lui quelque chose d'important à témoigner, comme l'Anglaise qui l'a fait au Congo. Mais il se veut aussi le reporter de situations quotidiennes, de situations typiques, avec ici un potier, mais aussi des mineurs, des paysans, des mineurs, des petits métiers citadins. Donc là, ici, encore une image très bien construite au niveau de la lumière, de la situation du potier qui porte tous ses pots sur son épaule sur une planche, etc. Ici, donc, le rapport encore à la mer avec des gens qui tirent un bateau, un berger, voilà, là aussi en ville, donc avec à l'arrière-plan les comptoirs français Bertrand et compagnie, ces hommes qui sont à trois pour tirer une très lourde charrette complètement surchargée. Donc il y a toujours un aspect quand même très humaniste chez Monfrède, qui s'intéresse aux gens qui partagent ces passages sur les bateaux, qu'il s'agisse de poutres ou de goélettes, de gens qui travaillent dans la ville, ou cette vue de mineurs, tout à fait bien construite, qui rappelle un peu Salgado, certaines vues de mines de Salgado, où là aussi, ces gens qui travaillent, cette vue très intéressante et significative du traitement de ces ouvriers qui transportent des paniers de pierres depuis un bateau et qui sont sur une planche en équilibre pour la ramener sur la terre ferme. Voilà, je n'ai pris que deux de ces photos de femmes photographiées nues. Voilà, donc là aussi avec une mise en couleur très précise. Mais il va aussi photographier la communauté. D'ailleurs, cette photo est reproduite dans l'exposition, je vais essayer de la retrouver. Donc avec la craque
craquelure, du support, mais un portrait très intime, et où là on est beaucoup plus proche des gens, il est beaucoup plus proche des gens qui photographient. Donc c'est les gens de sa communauté, tous ces Européens et ces Blancs de la société coloniale. Un certain nombre sont restés en noir et blanc, avec, vous voyez, on n'est plus tout à fait dans des plans, dans des plans très très généraux, on est dans une proximité, même si le décor ici est essentiel pour parler de ce personnage. Là aussi, autre situation en noir et blanc, donc avec quelqu'un qui est agenouillé, quelqu'un qui doit être un évêque ou un prêtre, je ne sais pas trop. Et encore une fois, toujours son sens de l'utilisation de la lumière, avec cette autre scène d'enfant, voilà, qui joue près d'un marché. Et donc ces moments d'intimité joyeuse, et puis ce très beau portrait d'une femme abyssyne, photographiée non pas nue, mais en robe de cérémonie, de soirée, je ne sais, voilà, qui est la dernière image que j'ai retenue pour vous présenter dans ce petit passage autour de la photographie de Henri de Montfred. Alors, je vais passer maintenant aux photos de... Ça, je veux quitter. Voilà. Et je veux quitter celui-là aussi. Et je veux celui-là. Alors, comme je savais que vous aviez vu plein de photographies, de portraits et de peintures de... Merci. D'Henri de Montfred, je me disais qu'il était important de commencer cette projection par un portrait officiel, je dirais, puisqu'il est au début de son site, de Léborgne qui est gagné. Entre parenthèses, j'espère que ce que je vais vous en dire et ce que je vais vous en montrer va vous donner envie d'aller voir ce site, parce qu'il est vraiment très très bien fait, très complet. Chaque série est commentée. C'est vraiment un travail, et je dis toujours aux artistes qui commencent que c'est essentiel d'avoir un site bien fait, parce que effectivement, quand on découvre un travail, une image d'un travail qui nous apparaît intéressant, c'est essentiel d'aller voir sur un site ce qui accompagne. Et le site de Léborgne est vraiment très professionnel, très bien, très intéressant. Là, donc, Léborgne a commencé. Elle est née en 1990 à Johannesburg. Elle continue de vivre et de travailler là-bas. Et elle a été diplômée de l'université de Johannesburg en art. Et elle a suivi un master, qui doit être fini maintenant, à l'université de Witwatersrand. Et elle est très significative d'une nouvelle catégorie d'artistes qui travaillent la photographie, mais aussi le cinéma, la vidéo, et qui mène aussi une réflexion sur les archives. C'est pour ça aussi que notre choix s'est porté avec Eric sur elle pour faire le contrepoint à l'exposition des archives d'Henri de Montfred.
archives, et puis performance. Donc je vous disais que j'avais eu envie de vous montrer ce beau portrait d'une femme puissante, d'une femme au centre de son œuvre. En fait, elle est présente aussi dans différentes photographies où elle se met en scène avec d'autres intervenants, puisque la performance complète aussi son travail de réflexion sur les archives. Excusez-moi. Alors, donc d'un côté, on a un photographe qui pratique toutes sortes de photos, qui photographie tout ce qui rend sa vie intéressante, comme il l'a dit, qui va jouer de l'état technique, effectivement, de l'époque. Bon, certaines photos qui ont été données au fond d'archives n'ont pas la qualité, mais toutes les photos qui l'intéressent vraiment, il les rend encore plus accessibles par le travail de mise en couleur. On est très attaché, donc, dans le cadre des fictions documentaires, à dire que les photographes qui nous intéressent de ces fictions documentaires ne sont pas des photographes qui se contentent de la prise de vue, mais qui vont trouver une manière plus complexe, plus complète, une manière plus narrative de mettre en valeur, et notamment par une post-production. La post-production est très importante chez les Boang et Gagné. Et je voudrais commencer par une première série que j'avais vue dans, je crois, un festival d'art africain à Paris il y a quelques années. C'était la première fois que je repérais ce travail. Et ce travail, donc, qui s'appelle Ke Lefa Laka, et qui, en anglais, se dit Her Story, son histoire. Il va être beaucoup question, vous avez vu le titre de l'exposition qu'on présente ici, il va être beaucoup question d'histoire personnelle, d'histoire collective, d'histoire du pays, d'histoire de communauté. Et c'est un travail tout à fait intéressant parce qu'elle crée cette série en 2013, 2 ans après le décès de sa mère. Elle récupère des vêtements que sa maman avait portés dans les années 20 et 30, et pour elle, ces vêtements lui ont survécu, puisqu'elle en a hérité. Et du coup, elle décide, avec l'aide de sa grand-mère, de retrouver l'emplacement des photos qu'elle avait de sa maman, et de se mettre en double dans cette image, en portant ses vêtements. Donc vous voyez tout le processus, tout le protocole mémoriel que cela suppose, c'est-à-dire d'avoir cette performance de reporter les vêtements de la mère et de retrouver, donc de faire une enquête, je dirais, avec l'aide de la grand-mère pour retrouver les lieux où les photos ont été prises et se mettre en scène à l'intérieur, en double, à l'intérieur de ces photos. Donc voilà, la photo nette, c'est celle à l'arrière, celle de sa mère, et la photo plus floue, c'est celle de Legoang. Et les deux donc représentés comme un seul, avec un tremblement du temps, un tremblement du passé, et une manière de réincorporer la mémoire de la mère. Pareil, là, l'image la plus nette, c'est celle de la maman de l'artiste. Et elle apparaît, c'est elle qui apparaît comme un fantôme, alors que la mère est décédée, c'est elle qui apparaît comme un fantôme dans l'image. Alors je disais qu'elle a posé souvent, elle a posé aussi pour des vidéos ou des installations vidéo.
comme ici, donc dans ces deux, avec le phare. Et on verra que ce n'est pas un hasard s'il y a ce phare au milieu. Elle a fait une autre série dont je reparlerai un petit peu, qui étudie le sens de son nom dans sa langue. Donc c'est une installation de 2018, et cette installation donc signifie maison de lumière. Ah, une autre image, pardon, de la première série, la série Earth Story. Et elle va travailler aussi d'autres manières d'utiliser la photographie. Avec donc j'ai commencé par l'une de ses premières séries, et ça c'est une de ses dernières, datant de 2022-2023. Bon, je ne donne pas le titre original, mais sa traduction qui signifie l'œuvre des ombres. Et c'est une sorte d'album de la famille noire qui était donc récupéré sous forme de peinture, d'après-photo, travaillée sur toile. Donc elle a récupéré là des archives personnelles de sa famille, de ses amis, pour créer ces grandes toiles où les personnages sont présentés grandeur nature. Donc une manière de avec cette présence monumentale, de gens immortalisés dans cet espace neutre, de créer une sorte de moi collectif de sa famille et qui rejoint des parties de l'autobiographie de l'artiste. Il y a des hommes, il y a des femmes. Il y a plus de femmes que d'hommes dans la série. Donc vous voyez qu'elle utilise toutes sortes de techniques contemporaines dérivées des arts plastiques pour travailler son identité à travers le rapport à sa mère, à travers le rapport à ses proches. Alors, elle va mettre en place aussi différentes approches. Il y aura plusieurs séries. Il y a Search for Memory, Staging Memory, c'est-à-dire mettre en scène la mémoire, et puis donc différentes installations qui vont reparler aussi de la famille dans le lien à l'histoire du pays de l'Afrique du Sud. Donc ce sont à chaque fois, donc ça peut prendre différentes formes. Ce sont des formes découpées, des collages. Vous voyez ici cet intérieur donc, qui reprend des éléments, la valise, la chouette sur l'épaule, une bassine, la table, les chaises, un meuble de cuisine, pour recréer un espace de mémoire de l'artiste. Ici donc une autre forme avec un homme et une femme, la femme qui repasse, l'homme avec une sorte de chapeau bizarre. Donc des scènes du quotidien. On en retrouve d'ailleurs dans Histories of Histories, les 6 images présentées ici. Ce qui s'appelle Maison hantée, elle ne comporte pour une fois aucun personnage, du coup
on se pose la question effectivement du statut de cette maison dans l'histoire familiale de l'artiste. Et puis, encore une fois, des scènes du quotidien où elle pose elle-même avec les animaux en dehors, les éléments du buffet. Vous voyez que la table et le bouquet, ainsi que le personnage enveloppé dans une couverture, sont entourés d'un trait blanc, un petit peu comme on le faisait dans les vitraux, avec l'entourage du plomb. Là aussi, le quotidien se détraque, le lit semble en lévitation, et elle tient une poêle à la main comme pour lutter contre une présence invisible, toujours dans ces différentes variantes des séries Staging Memories. Ça, c'est une image de notre série à nous. Cette idée, donc, de se réapproprier cette mémoire. Alors, la réappropriation de cette mémoire, elle se fait parce que elle a trouvé donc dans un musée une série d'images de la peintre et photographe allemande Marie-Pauline Thorbecke. Cette femme, de 1911 à 1913, a documenté avec son mari, le géographe Franz Thorbecke. Vous voyez comment on retrouve ces appartenances, la question de la géographie, des pays, de couples qui viennent ensemble en Afrique, la femme qui photographie, l'homme qui est ethnologue ou géographe ou anthropologue. Et donc cette expédition s'est faite au Cameroun pour le compte de la société coloniale allemande. À partir de là, Leborg a essayé, dans les 6 images que vous avez ici, dans un certain nombre d'autres images que je vais vous montrer, de recréer ce que Ariella Azoulay appelle une histoire potentielle. C'est-à-dire que face à l'histoire officielle racontée par les colonisateurs, même si la femme en question et son mari n'avaient pas de mauvaises intentions, au contraire, ils souhaitaient donner une image, mais ce n'était pas une image qui venait de la part des Africains eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'elle souhaite travailler ces archives qui peuvent changer de statut, passer du simple dépôt du passé à quelque chose qui est une ressource pour construire l'avenir. Ici, l'image intérieure est beaucoup plus stable, et le fait que la femme laisse ses autres activités n'est pas en train de repasser comme dans une précédente image, mais se consacre à la lecture, à l'étude d'un livre, est important. Une image au mur montre aussi le rapport à la culture. Elle va créer aussi des installations plus complexes encore, comme ici, donc avec, vous voyez, chaque élément de l'image est construit pour recréer ce qu'au début, avant la photographie, on appelait des dioramas, qu'on voyait souvent dans des musées de société, dans des musées d'histoire naturelle, pour montrer un environnement. Donc elle va reprendre, alors vous avez de nouveau ces figurines animales à gauche ou humaines au centre, entourées du trait blanc, et vous avez cette construction avec l'immeuble à l'arrière, la femme qui tient l'enfant dans ses bras à gauche, une femme qui tient une brouette, et puis la petite, et l'homme qui est assis avec, devant un arbre, plutôt le pater familias.
Autre image assez proche dans cette série, qui reprend des éléments de l'histoire de l'Afrique du Sud à travers un roman. C'est-à-dire que très souvent, elle va en plus modifier ces histoires. Alors, honnêtement, j'ai pas su retrouver les romans dont elle parle dans la présentation de son site. Certains sont peut-être même pas traduits en français, mais elle utilise donc l'ensemble de sa culture pour créer et donner une dimension à la... Alors, c'est vrai qu'elle aurait été plus utile que moi pour commenter ces images si on avait pu la faire venir. Malheureusement, ce n'était pas envisageable, mais on est très heureux d'avoir ses œuvres malgré tout et de pouvoir parler de son travail qui, comme vous pouvez le voir, est assez fantastique. Donc vous voyez, les mêmes éléments sont travaillés avec une autre forme donc là, on est plus dans le côté diorama, installation, les éléments sont resserrés, étagés sur plusieurs. Là, on est presque dans une photographie, enfin, le fond est photographique traditionnel, avec les trois petites baraques, et puis les éléments les éléments humains sont ajoutés. Voilà une autre vue de cette installation. Le rapport homme-femme aussi est travaillé toujours dans ces images, dans la société traditionnelle, donc sans remettre en question sa culture, mais en affirmant malgré tout toujours un point de vue féminin qu'elle endosse complètement en posant pour ces images. Celle-ci, vous l'avez dans l'exposition. Donc il s'agit toujours de montrer autrement le rapport à l'habitat, le rapport à la demeure, le rapport à l'histoire du pays. Certaines images sont plus étonnantes, presque surréalistes dans leur approche, bien que ce ne soit pas vraiment son esthétique, mais elle travaille cet ensemble toujours dans une dimension d'événement. L'événement là est dû à cet empilement dans le bas de l'image et à la présence de l'hélicoptère et puis à la position du personnage qui semble vouloir échapper à son sort. Relecture aussi donc de l'histoire de l'Afrique du Sud dans ce qu'elle peut avoir de tragique, avec ici donc le commerce, la vie moderne avec le camion, la camionnette, et puis cet homme, on ne sait s'il est endormi sur la rue ou s'il a été matraqué. Autre image plus moderne donc qui se fonde donc sur les interprétations d'un roman qui s'appelle Ta Oreva, qui relate notamment le retour de Nelson Mandela, qu'on va voir dans la dernière image. Vous voyez donc là aussi des personnages, on retrouve il y a différents éléments qu'elle aime bien réutiliser dans des histoires très très différentes. Ça c'est en lien donc à l'histoire de l'Afrique du Sud. Et le personnage qui est transporté dans une brouette, là aussi on le suppose ivre. En tout cas, les trois attitudes féminines marquent l'effroi, le refus ou le questionnement.
ici, donc une des images qu'on a eu le plaisir d'avoir sous forme de bâche, avec donc, à l'arrière-plan le village et le couple donc, qui est en discussion, qui est en affinité au premier plan et qui joue donc encore une fois d'une autre manière de considérer cette histoire-là, cette histoire si difficile. Et donc, vous avez tous reconnu bien sûr Nelson Mandela sur cette dernière image que je vous projette. Dernière image où, sur le chaos d'architecture, le personnage de Mandela apparaît comme un géant qu'il a représenté pour tous les Sud-Africains, y compris quand il a fini par être libéré. Voilà, donc quelqu'un qui incarne totalement l'histoire et qu'elle revendique en tant que héros. Voilà, donc c'est, si vous voulez, cette manière de réutiliser les photos de Marie-Pauline Thorbecke, de mettre ça en lien avec des histoires personnelles qu'elle incarne doublement, qu'elle rend mythologique aussi, d'une certaine manière, et qui sont des interprétations au féminin d'une artiste contemporaine qui lutte pour sa version propre de son histoire et de celle de son pays. Voilà ce que je souhaitais vous dire, le petit parcours autour de ces deux manières de photographier l'Afrique. Si vous avez des questions, aussi bien sur mon Fred que sur les Bois qui est gagné, je suis bien sûr prêt à y répondre. Je peux peut-être redire, oui. Vous avez parlé tout à l'heure d'une sorte d'appel de candidature que vous avez fait, après lequel vous avez sélectionné cette photographe sud-africaine. Oui. Avec Eric, on avait choisi 4 photographes femmes, en fait, de différents pays. Voilà, et les Boang a été une de celles qui a répondu. Alors, ça a été facilité aussi, il faut dire, parce que son assistant a travaillé en France et parle très très bien le français, et connaissait un petit peu ce qui se faisait autour du réseau Diagonal, donc, et du graphe. Donc ça a facilité notre contact. Mais je vous ai coupé dans votre question, pardon. Non, mais vous m'avez répondu, c'était un peu pour comprendre un peu mieux comment ça s'était passé. Voilà, tout à fait. Ben, ce qu'il y a, c'est que... alors il y a eu... il y a un site très intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à la création féminine dans le monde. C'est un site qui s'appelle Aware Women Artist, A-W-A-R-E, Women Artist. Et puis, une de mes anciennes étudiantes, Luce Lebar, qui est historienne de la photo, avec Marie Robert, qui s'occupe de la photographie à Orsay, créé un livre sur les femmes photographes, qui est une somme comme ça, tout à fait intéressante. Donc c'est vrai que ce qui se passe avec les Boang en Afrique du Sud, même si elle a travaillé après... Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est d'Afrique du Sud. Elle va travailler dans une de ses séries sur Mandela, mais elle s'intéresse à cette femme allemande qui a photographié au Cameroun. Donc il y a cette volonté de réutiliser, de se réapproprier l'archive
qui est le cas. Alors, cette année, il n'y aura pas de 8e festival fiction documentaire, il est repoussé à l'année 2025, mais pour continuer de travailler sur ces questions, puisque le GRAF travaille depuis 34 ans, 35, je ne sais plus, sur la photographie sociale. Nous ferons la 2e semaine de juillet, Eric pourra dire les dates précises, nous ferons une université d'été qui s'intitulera « De la photographie sociale aux fictions documentaires », pour montrer comment des continuités ont lieu entre ces pratiques, qui étaient des pratiques de reporters ou de documentaristes purs, et qui sont devenus l'œuvre de gens qui se sont dit qu'ils n'y arrivaient plus vraiment à rendre compte de la réalité seulement avec un documentaire simple, une forme de documentaire simple, mais qui ont eu envie d'autres formes. Ou des plasticiens qui se sont intéressés à des questions idéologiques. Et une des constantes de ces fictions documentaires, c'est que ce sont des gens qui travaillent avec une communauté. Et vous voyez comment elle est clairement définie, la communauté de l'époque qui a gagné. C'est-à-dire, c'est d'abord sa maman, ses proches, avec les photos retravaillées sur toile, et puis, par agrandissement de la proximité, l'Afrique du Sud, etc. Donc, puisqu'elle travaille aussi, c'est en dialogue avec des écrivains qui ont travaillé les mêmes questions historiques. Puis si je peux me permettre aussi dans notre choix, donc on a une artiste qui s'intéressait à la relation entre la femme et l'eau en Afrique. Très très belles images couleurs qu'on aura l'occasion de montrer lors du prochain festival. Une autre était plus sur simplement la vision de l'esthétique de la femme. Et les Bohans, pour nous, ce qui a aussi fait la différence, c'est le fait qu'elle travaille sur les archives, à partir d'archives, et qu'elle se met en scène au sein même de ces archives. Ce qu'on peut rajouter, c'est que quand elle est retournée au Cameroun, après avoir découvert le travail de cette photographe décidatrice allemande, symboliquement, elle est allée rendre les objets qui se trouvaient dans le musée en Allemagne, repartie sur les traces, donc elle a refait le voyage, symboliquement restituer ces objets à travers des photographies, et dans chacune des images qu'elle nous montre, elle réinterprète également un moment de l'histoire de ce pays du Cameroun. Voilà, il y a des images qui parlent de la création de l'alphabet, une autre image qui va parler de la légende de la création des 3 États, une autre, et donc elle se met en scène elle-même à l'intérieur pour réinterpréter ces morceaux d'histoire qui, comme l'a dit Christian, ont plus ou moins par la suite et par la colonisation été abandonnés, oubliés, volontairement ou pas. Et l'intérêt, c'était la manière dont elle va se servir des archives pour remettre en fait cette histoire revue par les Africains et non plus revue par le prisme des Allemands qui ont colonisé le Cameroun. Et comme l'a dit Christian, ce qui était intéressant, c'était d'avoir ce double regard avec le regard de mon frère qui correspond à une époque, à un regard, à un homme à cette époque-là. Oui. Est-ce qu'elle connaissait l'œuvre de mon frère, l'œuvre photographique? Non, je ne crois pas. Non, honnêtement, elle n'a pas été diffusée en Afrique du Sud. Et puis c'est vrai que par rapport même en France, enfin il y a eu une exposition en 2011, puisqu'un certain nombre de ces photos ont été données à la Société de géographie, donc ça a permis l'expo à la BNF en 2011, je crois, d'Henri Beaufret. Mais voilà, après, c'est aussi pour ça que ici les archives et les descendants d'Henri Beaufret ont eu envie de monter cette exposition ici. Les premières photos que vous nous avez montrées, oui. Les visages sont noirs, ils sont tous floutés. Quel est l'intérêt? Chez les Bohang, oui. En fait, c'est donner une présence corporelle qui n'est pas une présence identitaire ciblée, je dirais. Vous voyez, c'est donner, il y a effectivement un certain nombre d'images
Il y a des images où le visage n'est pas masqué, mais dans ce cas-là, par contre, ce n'est pas le cas, par exemple, dans la dernière série des toiles, hein, des portraits. C'était dans les premières. Non, dans les premières, on en a quelques-unes, effectivement, où c'est l'idée d'une présence corporelle plus qu'une identité. Parce que là, ça ne reproduit pas vraiment les personnages qui sont photographiés. Non, c'est de toute manière, il s'agit d'une narration à chaque fois. Chaque image est mise en scène, chaque image est complexe à monter et est une forme de narration. Et encore une fois, je ne prétends pas, loin de là, en avoir toutes les clés parce que il aurait fallu qu'on puisse discuter encore plus avec elle, en parler avec elle pour avoir certaines clés par rapport à certaines images et à certains romans qu'elle réactive. Ça m'a interpellé. Voilà. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une telle force esthétique, plastique dans ces œuvres, qu'on en a de toute manière une lecture forte de nous-mêmes. Après, qu'il y ait des couches, mais c'est toujours le cas d'ailleurs avec beaucoup d'œuvres, l'artiste souvent met des choses, beaucoup plus de choses dans une œuvre que ce qu'on peut c'est pour ça que c'est intéressant en tant que critique de fouiller avec un artiste ce qui se passe dans sa création, parce qu'il y a souvent des choses secrètes qui sont mises, des intentions, voilà, des dédicaces, etc., dans telle ou telle image, dans telle sculpture ou peinture d'ailleurs, qui font que, eh bien, oui, c'est important d'entrer dans la confection de l'œuvre pour pouvoir en avoir toutes les couches, surtout quand on a affaire à une artiste aussi singulière dans ses performances créatives. D'autres questions? Sinon, je vais faire un petit peu de publicité sur un artiste que j'aime beaucoup, qui travaille aussi sur des archives, c'est moi. J'espérais vous amener le livre qui est sorti le 11 avril à Paris, mais comme je vis à Orléans et que je n'ai pas eu l'occasion de passer à Paris chez l'éditeur, ce livre il s'appelle D'intime, c'est Notave gitan, et retravaille, donc c'est dans la collection, une collection tenue par François Soulage, historien de la photo, chez l'Harmattan. Et c'est une fiction documentaire, puisque je retravaille des éléments photographiés à la télévision, photographiés, reprises de différentes photos, d'émissions sur des gitans, etc., pour parler du génocide gitan. J'avais, grâce à Eric, déjà travaillé avec Hortense Soichet. Voilà, peut-être qu'il y aura cet été, on en a parlé avec Eric, une signature. Voilà, et c'est donc voilà, j'évoque cette manière dont le génocide gitan a été un peu mis de côté à travers une histoire aussi personnelle, puisque ma belle-mère, qui faisait partie des gens du voyage, a été internée de 4 à 6 ans à Jargeau, qui était le camp en région centre Val-de-Loire, pour les gitans. Et alors qu'ils ils n'étaient plus nomades depuis longtemps, mais ils ont été dénoncés par des bons Français. Et donc toute la famille a été internée, puisqu'en général, quand il y avait des internements, c'était par famille entière. Donc il y a aussi, dans mon livre, des photos de chez ma belle-mère, voilà, et toute une histoire personnelle plus complexe. Donc c'est vraiment une fiction documentaire, photo et texte dans ce petit livre. Et vous avez le communiqué de presse, à défaut de pouvoir vous montrer le livre, que j'offrirai au graphe et avec un autre exemplaire aux archives d'ici, puisqu'il y a une communauté gitane importante à Carcassonne. Voilà, en tout cas, merci de votre écoute. Et je suis prêt à répondre individuellement à d'autres questions en dehors de la salle.